La lecture, ça booste la mémoire, ça nourrit l'intelligence, ça donne de la fluidité au langage. C'est bien la raison pour laquelle nous avons décidé de feuilleter des pages, des chapitres de la vie d'une famille, la famille Dosso, qui a lutté contre une maladie rare, l'hydrocéphalie, et qui a finalement vaincu. Cet exercice, nous le faisons aujourd'hui en présence de témoins, la Fédération des femmes leaders d'associations burkinabé de Côte d'Ivoire, la FLAPSI. Et nos amis du club C'est Midi. Bonjour à tous dans cette belle ambiance, bienvenue, ici c'est Midi, donc bienvenue, bonne arrivée dans le meilleur. Aujourd'hui un thème assez parlant, comment j'ai pu surmonter le regard des uns sur le handicap de mon garçon, précisément l'hydrocéphalie. Nous allons en discuter avec beaucoup d'investissement, d'intérêt, tellement la question est importante, mais surtout nous aurons ce plaisir-là de partager l'émission avec vous et ce, en compagnie des contributions de nos chers amis. Ce sont mes copains et moi. Lui, c'est pas mon copain, c'est un doyen, il faut le respecter. Le doyen Cassis, s'il vous plaît, salutations pour lui. Bonjour, doyen. Doyen, il est sur un petit nuage. Doyen, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien. Alors, la musique arrive au moment où on s'y attend le moins. Alors, un petit mot à tous nos téléspectateurs. Je les remercie sincèrement d'être venus pour nous aider à rendre cette émission très belle. Très belle, tout à fait. En tout cas, ils le font assez bien. Ouais. Et je vais demander encore l'énergie de tout ce super public pour saluer cette fois-ci. Bon, je la réserve pour la fin, pour saluer mon ami Al-Hussein Sidibé. Hussein, bonjour. Ça va très bien, ça va wauement bien. Ça va wauement bien. Alors, vous nous réservez quoi pour aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les accros de lèche-vitrine, aussi à tous les accros de shopping. Aujourd'hui, j'ai une superbe nouvelle pour ces derniers. Pourquoi? Parce que j'ai déniché une application de géolocalisation des boutiques et enseignes en solde. Et ça, fallait le trouver. Ça donne envie, hein, ça donne envie de découvrir. Merci beaucoup, Al-Hussein. À votre suite, Jessica Bamba. Le chocolat. Le chocolat de Bundiali. Le chocolat de Bundiali. Bonjour Jessica. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un métier qui pour moi est l'un des plus beaux, le métier de sage-femme, avec une jeune dame qui est juste passionnée, qui adore ce métier-là. Voilà, donc ça sera le rendez-vous dans C'est quoi ton job? On va avoir des frissons. Ouais, peut-être, ça dépend. Ça dépend. Alors, avec lui, c'est plus que du frisson, c'est vraiment du délire. Docteur Philo, faites du bruit pour ce grand... Merci beaucoup. Humoriste parmi nous. Ça fait plaisir. Je veux juste dire que, à côté juste du chocolat de Bundiali, se trouve le Zomcom du Burkina Faso. J'adore surtout la communauté burkinabé qui est représentée dans ce studio. En tout cas, vous êtes bien habillés. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est votre émission, c'est notre émission. On se fait plaisir. Et puis, fouillant la piscine là, quoi, zabrizable là. Parce qu'apparemment, c'est midi est vraiment très regardé là-bas. Donc, big up à tous les Burkinabés qui nous Koudougou, Ouaga 2000, voilà, partout. Merci beaucoup. Allez, merci de vous asseoir. Merci, ça fait plaisir. Alors, rappel tout de suite, c'est la piqûre de rappel nécessaire. Comment j'ai pu surmonter le regard des uns sur le handicap de mon garçon, hydrocéphalie. La capsule pour découvrir un peu plus sur notre invité témoin de ce jour. Sissoko Mariam, épouse Dosso, est née le 30 décembre 1976 à Dikodougou, dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Elle intègre la fonction publique après avoir obtenu un BTS en comptabilité. Aujourd'hui, elle est secrétaire comptable au ministère des Affaires étrangères. Dosso Mariam accumule aujourd'hui avec son mari Dosso Namori 30 ans de vie commune avec 3 enfants, dont 2 filles et 1 garçon. Mais la joie de la naissance de son fils aîné va faire place 2 mois après à la détresse, à l'angoisse, son fils étant atteint de l'hydrocéphalie. Comment Madame Dosso s'est-elle battue pour sauver son garçon? Vous saurez tout sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel. Mesdames et messieurs, ça y est, notre invité est sur le point de nous rejoindre. Je vous prie donc ici de tous vous mettre debout pour recevoir avec une grande chaleur Madame Sissoko Mariam, épouse Dosso. Ah d'accord, un bonheur. Merci de vous installer, madame.
avec la galanterie d'Al-Hussein Sidibé. Allez. Ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, profitez-en. Qu'est-ce que vous dites? Bonjour madame et bienvenue parmi nous. Bonjour. Alors, Merci. docteur Philo a pris le temps de préparer une intervention pour vous mettre déjà à l'aise dès le départ, pour relativiser, voilà, amortir le sérieux du sujet, toujours en s'adressant avec beaucoup de signification, de sens à vous. Docteur, Ouais, une intervention très je vais dire très enlevée. Hein, une petite opération. Ouais. Allez, c'est mon avis avec docteur Philo. le thème. C'est mon avis avec docteur Philo. Merci. Ouais. Alors, besoin du rappel? Oui, le thème. D'accord, le thème c'est comment j'ai pu surmonter le regard des uns sur le handicap de mon garçon. Mais c'est ça. Mais Moi, je sais pas, quand on dit regard, tu t'en fous des gens, on dit gars, vit à l'aise. Les gens, l'enfant, il a un handicap, les gens, ils regardent. Toi, tu les regardes. Et ils regardent, toi, tu ne les vois pas. C'est au contraire, c'est ton dos qui les voit. Moi, je dis, vous êtes une vraie mère, l'exemple d'une vraie mère. Un enfant n'a pas venu demander à venir au monde. Regardez, quand vous quittez le boulot, quand vous arrivez à la maison, quand l'enfant crie papa, papa, cette joie. Hein? Même quand, moi-même, c'est-à-dire quand je rentre, l'enfant crie papa, la joie est incommensurable. Je suis heureux, même si je ne suis pas allé faire la bonne chose. Mais c'est une fierté. Moi, je dis, l'enfant, vous avez pris soin de votre enfant, quelle que soit la maladie dont a souffert votre enfant. Ceux qui vont jeter pour être dans le caniveau, c'est leur problème. Vous avez gardé pour vous. Vous avez gardé un enfant, il faut l'embellir, quel que soit l'anomalie que l'enfant a. Moi, mon enfant, mais quand il atteint, je le prends. Il atteint, je dis, teigno, je le caresse à elle, je le caresse. Je l'aime. Je l'aime avec. Sacré papa Philo. Les gens parcourent. Non, il a Dagba, je l'appelle Dagba, tout, il est très heureux. Les gens parcourent des millions de kilomètres. Vous appelez votre enfant par ça? S'il a Dagba, je dis Dagba. Je l'aime avec ce qu'il a. Dagba, je soigne, ça finit pas. C'est Dagba tout qui est là. La maladie dont vous parlez, l'hydrocéphalie, je ne suis pas un trop expert à la matière, mais parce que moi je suis tutologue, mais arrivé dans mon domaine là, je contourne ça. Nous on ne fait pas trop peut-être là. Mais je sais que hydro ça veut dire l'eau. Donc je pense qu'après mes recherches, c'est un peu l'excès d'eau, un peu dans le cerveau, un peu. C'est même pas un peu, la hein, tête. c'est vraiment voilà, l'excès. c'est pourquoi je parle d'excès au fait. Oui. Voilà. Donc ça fait que la tête grossit. Les gens, on voit ça souvent, les gens se moquent. C'est pas hydro. Ceux qui se moquent là, parce que hydro là, c'est parce qu'il y a l'eau dedans. Mais eux là, c'est pas hydro, eux là, c'est Nyamakou céphalie. C'est Nyamakou qui est dans le c'est Nyamakou qui est dans le ceux qui critiquent ça, généralement, c'est les femmes même qui aiment critiquer ce genre de choses. Et puis quand ils finissent de critiquer la femme de quelqu'un, elle crache sur ça. Tu as déjà fait ça. Merci de saluer tout le talent. Pour dire qu'elle n'a qu'à s'épargner de ça. Et tous les enfants, vous prenez soin de l'enfant, tous les enfants ont droit à l'éducation, tous les enfants ont droit à la considération, parce qu'une jeunesse sans éducation, c'est une jeunesse condamnée. Merci madame pour les choses. Je vous en prie. Merci de saluer le talent de ce grand garçon. Alors, ce n'est pas évident d'avoir la réponse à cette question. Connaissez-vous l'hydrocéphalie? Il a fait, Chris Paternassimian, en allant encore une fois cette semaine dans les rues de Marcory. Le micro-trottoir avec Chris Paternassimian. Nous sommes à Marcory résidentielle, précisément à la place Charles-Bozat d'Envahi. À la question de savoir, connaissez-vous l'hydrocéphalie? Élément de réponse. L'hydrocéphalie, c'est une anomalie neurologique très sévère. Vous connaissez le liquide céphalo-rachidien qui se trouve au niveau de l'encéphale. Il y a un espace. Et dans cet espace, lorsqu'il y a un grand espace, il y a un liquide. Dans cet espace, il y a une hypersécrétion. C'est ce qui entraîne également l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, d'abord céphalie, c'est mal de tête. Hydro, ça renvoie à grand. Donc je pense que c'est un grossissement de la tête, franchement dit. L'hydrocéphalie? Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. L'hydrocéphalie, c'est une maladie cérébrale, on va dire dans la tête. C'est une maladie qui touche beaucoup le cerveau. Il y a de l'eau qui se forme dans le cerveau. Il s'agit de l'eau qu'on retrouve dans la tête, un peu précisément au niveau du cerveau. C'est une maladie, fort heureusement, qui se soigne. Et quand on est atteint de cette maladie, il faut rapidement voir un médecin afin qu'il puisse nous prodiguer les soins dont on a besoin pour finir avec cette maladie. Et voilà, nous sommes de retour après ce micro-trottoir. Impossible de démarrer cette émission, effectivement, donc d'attaquer ce sujet sans vous définir clairement ce que c'est que l'hydrocéphalie. C'est en effet l'excès de liquide céphalo-rachidien au milieu de la boîte crânienne. Le liquide céphalo-rachidien, c'est le liquide qui permet d'hydrater le cerveau. En conséquence, on observe un grossissement de la tête de l'enfant. Les causes sont diverses.
Parmi elles, la malformation cérébrale, les défauts de circulation du liquide céphalo-rachidien et puis des maladies infectieuses. Mais, bonne nouvelle, il peut être très tôt décelé grâce à l'échographie. Et puis, on peut en guérir grâce à une dérivation. C'est une opération qui consiste à installer un tuyau qui fait dériver le liquide du cerveau à l'abdomen. Pour en parler aujourd'hui et partager avec nous son expérience, nous recevons, mesdames et messieurs, Madame Sissoko Mariam, épouse d'Osso, qui est secrétaire comptable. Elle est mariée, mère de 3 enfants. Et c'est en 1992 qu'elle obtient son premier fils, donc son aîné, qui aujourd'hui souffre de l'hydrocéphalie. 1 mois après sa naissance, elle découvre une anomalie au niveau de sa tête. Oui. Tout à fait. Bonjour madame. Bonjour. Votre histoire nous intéresse. Oui, merci. Nous vous écoutons, nous sommes tout oui. Comme vous l'avez dit, à 1 mois, il y avait une anomalie au niveau de la fontanelle. Et comme moi, c'était mon premier enfant, je suis allée au village à Dikodougou pour accoucher auprès de ma grand-mère maternelle. Et arrivé, quand on a constaté, c'est le village, donc on a commencé à soigner la fontanelle. C'était ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Dikodougou, c'est à 50 km de Korogo. Voilà. Et quand on a commencé à soigner la fontanelle, ça n'allait pas. Et la tête a commencé à grossir. Bon, quand ça grossissait, on m'a accusé d'avoir lavé l'enfant avec les médicaments indigénats dont on prend pour faire grossir l'enfant. Et on peut laver le corps, mais pas la tête. Sinon, la tête aussi va grossir. Et je dis non, que je n'avais pas lavé sa tête avec. Et les gens ont commencé à dire non, que ce n'est pas un être humain. Que c'est un enfant génie, il fallait le faire partir. Un enfant, voilà. C'était un enfant serpent qu'il fallait le faire partir. Oui, il fallait le faire partir. Et qui vous suggérait ça? Bon, dans le village, ça se disait. On disait ça à ma grand-mère, qu'il fallait le faire partir. Bon, ma grand-mère, comme elle a tout fait, elle a essayé, elle a tout fait, tous les médicaments qui pouvaient être faits, elle a fait. Donc elle m'a dit, ah, cet enfant-là, c'est pas un enfant, c'est pas un être humain, c'est un enfant génie, bon, il faut qu'on le fasse partir. Et j'imagine que vous étiez choqué à l'époque d'entendre des choses pareilles. On est jeunes, 9 mois, un enfant, on est jeunes, le premier enfant, et puis on te dit ça, tu sais plus. Bon, c'est eux qui ont fait beaucoup d'enfants. Je me dis que elles savent de quoi elles parlent. Voilà. Donc, mais j'ai contacté son père qui était à Abidjan. Je lui ai dit, ah bon, l'enfant, on a dit que c'était pas un enfant, c'était pas un homme, que c'était un enfant génie. Il m'a dit, oui, non, lui, il ne veut pas d'être humain, il veut un génie. Donc cet enfant génie-là, on va le garder. Ah, lui, il a pris un peu avec l'humour. Mais vous savez, dans des situations particulières comme celle-là, le soutien de la famille est très important. Comment, à l'époque, la famille a réagi face à cette maladie? Quand on était à Dikodougou, ça n'avait pas trop évolué. Après, on est revenu sur Korogo. Moi, mes parents vivent à Korogo. On est venu là, au fur et à mesure, ça prenait de l'ampleur. Vous voyez, bon, quand c'est comme ça, personne ne veut prendre l'enfant. Personne. C'est même au sein de la famille? Oui, même au sein de la famille. J'ai quitté ma grand-mère maternelle au village, je suis venue, c'est ma grand-mère paternelle qui était à Korogo, qui s'occupait de lui, et ma petite soeur qui me suit directement, Kadi, et puis celle qui suit Kadi. C'est les deux là, les trois là, disons, qui... C'était une grande cour, c'est une grande cour, nous sommes nombreuses, mais il y avait plein de filles. Mais personne ne voulait, parce que déjà dans la tête, c'est pas un être humain. C'est un enfant génie, donc c'est des filles. Ah, je vais prendre ça, mon enfant, à la longue va devenir... Il a fallu mes propres sœurs. Jusqu'à la longue, lui-même là, il était plus proche de ma petite sœur qui me suivait que moi. Parce qu'elle était, en tout cas, au four au moulin pour lui. C'était difficile. Tu sors, tu es obligé de couvrir sa tête, tu peux pas. Il y en a. Quand tu vas à la PMI, aujourd'hui, tu trouves une dame, quand elle s'en va, elle dit à l'autre, mais je suis venue à la PMI, j'ai vu un enfant ici, tu vois sa tête. Donc, cette dame aussi vient. C'est pas pour peser l'enfant, hein, c'est pour venir voir ton enfant. Donc, au fur et à mesure, à cause de moi, au moins, on venait avec les enfants pour peser. Parce qu'on restait là. Dit comme ça fait sourire, mais vous souffriez vraiment de tout ce regard de la société. On ne pesait pas les enfants et puis bon. Arrête. Oui. Arrête de pleurer, tu m'emmènes là. Oh, ça va aller, je vous en prie. Tu vois, on vient, on regarde, c'est ton enfant, on vient voir.
Nous comprenons vos larmes, madame. Nous comprenons vos larmes. Nous comprenons vos larmes. Et surtout, ce que nous saluons, c'est votre courage. Parce que vous n'avez pas gardé cette histoire pour vous-même. Vous avez pensé aux autres. Vous avez un cœur généreux. Oui, parce que... Venir partager votre histoire pour éclairer d'autres personnes, d'autres familles confrontées à cette situation difficile. Oui, parce que l'enfant lui-même, lui, quand il a grandi, il est adulte maintenant, il a commencé à contacter des mamans à l'hôpital. Et il y a eu plusieurs cas dont les papas même abandonnent. Et les enfants aussi, les parents aussi font partie, les enfants, entre guillemets. On fait partie, les enfants, c'est ce qu'ils ont dit. Mais faire partir, c'est-à-dire supprimer la vie des on enfants. supprime la vie de l'enfant. On n'y croit plus. On n'y croit plus. Maintenant, et puis c'est un monstre que tu as amené. Avec des têtes comme ça, est-ce que... Ça, c'est l'idée. C'est l'idée de ceux qui ne connaissent pas la maladie. Voilà, c'est l'idée de ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Alors, finalement, Dieu merci, en décembre 1992, 92 c'est l'année où l'enfant est venu au monde. Oui. Donc en décembre, à 8 mois, l'enfant est diagnostiqué comme souffrant de l'hydrocéphalie. Oui. C'est une première pour vous, vous découvrez la maladie. Oui. Je ne connaissais pas la maladie. Je suis allée, et il chauffait, il a chauffé une nuit. Et je suis allée voir son pédiatre. Il avait des boubouilles aussi sur le corps. Je rentre chez le pédiatre, il me prescrit, comme d'habitude, la sironivaquine, les félagan pour le corps. Je sors de là, je rentre dans le bureau du dermatologue pour les boubouilles. Et le dermatologue qui dépose son stylo, il me regarde. Vous l'avez opéré? Je dis, opéré? Il dit oui. Il dit, ah, mais comme les boutons, ça a commencé avant-hier. Moi, je ne sais pas comment on opère les boutons. Il me dit, mais madame, vous venez d'où? Je ne parle pas des boutons. Sa tête. Il dit, quoi? On opère de la tête. À 8 mois? Il dit oui. Non, mais je pense que c'est ça qui vous a choqué. Le ventre même, là, c'est un problème. Après, il faut raison de la tête. Donc, moi, je ne sais même plus si je devais lui laisser son enfant, et mon enfant, et puis fuir. Ou bien si je devais... Je comprenais, il était malade. Vous étiez bouleversé par... Voilà. Il m'a calmé, il a fait appeler le pédiatre par son infirmier qui est venu. Ils ont parlé dans leur jargon. Et puis, c'est là maintenant le pédiatre va me donner un bulletin pour venir à Abidjan. Alors, donc, un mois après, vous faites... L'enfant a subi sa première opération. Et on aura d'autres, hein, parce qu'en 2006, à l'âge de 14 ans, il subit 2 opérations le même mois. Le même mois, oui. Et en 2017, à l'âge de 25 ans, sa 4e opération. Ouais. Comment vous avez vécu toutes ces chirurgies? C'est stressant, mais... Ou ces interventions? C'est stressant, mais nous, le point, c'est que nous, on ne désespérait pas. Hein. On croyait. Nous, là, on se disait... Moi, je suis une mère. Quand la mère, pour nous, là-bas, difficile. Tu pleures. Mais le papa, là, non. Lui, c'est son serpent, là, qu'il veut. Donc, il est là, dans sa tête. Cet enfant-là, c'est un enfant comme tout autre. Il doit vivre. Il va vivre. Moralement, vous avez la chance d'avoir un père beaucoup plus fort. Justement, là, vous avez parlé de vos émotions à vous. Vous avez parlé des émotions de votre mari. Mais un petit garçon, quand même, il naît, il grandit, il a des amis qui sont peut-être différents. Est-ce que... Enfin, je veux dire, comment est-ce que ça s'est passé psychologiquement avec lui? Ses craintes, ses peurs, ses doutes, ses moments de déprime, comment est-ce qu'il a vécu? Déjà, à Korogo, j'avais quelque chose pour parler à ça. C'est que moi, il avait beaucoup de jouets dont les enfants du village n'ont pas. Pour qu'ils puissent s'approcher de lui. À cause de ses jouets, on s'approchait. Voilà. Par exemple, il aimait être gardien de foot, de but. Et il aimait le foot. Il disait qu'il avait un ballon de foot, un vrai ballon, que son père, il envoyait d'Abidjan. Donc, les enfants de la cour, eux, ils n'avaient pas de ballon, n'avaient pas ce temps-là. On a beaucoup. Qui va payer ça? Donc, pour jouer avec lui, bon, ils s'approchaient, ils sont obligés de s'approcher. C'est lui qui avait les jouets. Mais à aucun moment, il vous a raconté peut-être ses frustrations à maman? Non, mais moi-même, je voyais ça. Mais c'est à l'école primaire, il avait plus de problèmes. Sinon, quand il ne parlait pas à l'école, et quand on était encore en famille à Korogo, c'était ça, quoi.
il fallait avoir beaucoup de jouets pour que les enfants s'approchent de lui. Il n'est jamais rentré de l'école en pleurant ou en comptant une scène où un de ses camarades... Au fait, il a été adulte vite. D'accord. Il est très fort. Est-ce que l'hydrocéphalie a eu des incidences sur son quotidien, sur ses capacités à apprendre parce qu'il est allé... Non. Il devrait être... Non. L'hydrocéphalie... Bon, les médecins nous avaient dit qu'ils ne pouvaient pas faire de fournir d'efforts. Sportifs. Oui, qu'ils ne peuvent pas fournir tout ce qui était... Mais son père, il dit, il va fournir. Pourquoi pas? Si les autres le font, pourquoi plus il ne va pas faire? Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je vais faire le karaté. Et voilà. Il allait dans un dojo. Il allait faire le karaté. Il faisait tout ce qu'il voulait. Hein. Il avait une vie Nous, on ne l'a normale. pas pris comme un handicapé. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il avait une vie normale. Sa croissance, son développement s'est passé correctement. Tout correctement, bien. Vous n'avez rien remarqué de bizarre Non. Il pouvait être, bon, tout ce qu'il pouvait faire, il pouvait tomber malade. Il était souvent malade, mais ça, c'était dû à sa tête là. Mais il est malade. C'était quoi les symptômes que vous observiez lorsque l'enfant... D'abord, les symptômes, c'est la douleur de tête. Il avait très mal à la tête. Quand il a mal, parce que déjà, quand la fontaine est fermée, ça ne grossit plus. Mais la douleur est atroce. C'est atroce. Je me rappelle, quand il a fait son opération, quand il avait 14 ans, parce qu'il a grandi, lui il grandit, oui, la deuxième, il grandit tellement vite que sa valve là se coupe. Ah, c'est ça. Voilà, donc il faut l'opérer. Il a grandi et puis il avait tellement mal, il voulait mourir. Donc, qu'est-ce que je faisais? Les produits qui pouvaient l'empoisonner là, je mettais en haut, je cachais. Quand il s'arrête au balcon, je suis là pour ne pas qu'il saute. Il a mal, il ne dort pas, il se fait ça. On est obligé de l'envoyer voir le médecin qui va nous faire un scanner. Et puis après le scanner, on l'opère. Mais dans des moments comme ça, l'enfant a besoin d'entendre des paroles encourageantes, stimulantes. Qu'est-ce qu'en tant que mère, vous arrivez à lui dire pour lui donner encore le courage de se maintenir à flot, c'est notre de s'accrocher à la vie? Le comportement qu'on avait vis-à-vis de lui. Comme je l'ai dit, on ne le considérait pas comme un enfant handicapé. Non. Tu veux faire l'athlétisme, tu vas faire l'athlétisme. Tu veux faire la boxe, tu vas faire la boxe. Donc on ne dit pas non, les médecins ont dit si, les médecins ont dit ça. Non, non, non. Non, on ne lui disait pas ça. Son père, là, il lui dit, toi, là, tu es comme les autres enfants. Donc tu fais une bêtise, je te chicote. Il n'y a pas de chose. Tu fais une bêtise, il fait une bêtise, je te chicote. Quoi le problème? En tout cas, donc on n'a pas besoin, c'est le comportement même. Nous-mêmes, notre comportement à la maison, on lui a montré qu'il n'était pas handicapé. Mais la mère, ça, comme une maman, c'est une maman. C'est que si tu prends une grossesse, tu vas vérifier. Si... Parce qu'après ça, vous avez eu 2 autres maternités. Oui, j'ai eu 2 autres maternités. J'imagine que vous avez beaucoup stressé. Ah, stressé même. C'était quoi vos peurs? Il ne faut pas que je fasse encore un autre enfant hydrocéphalé. C'est de l'argent. Ça coûte cher, très cher. Non seulement l'argent, mais aussi le courage. Hein. Le courage. Et puis, qu'est-ce pour que ça va réussir? Le temps. Tout ça là. Les hydrocéphalés coûtent excessivement cher. Je peux comprendre des parents qui ne montent pas, qui n'envoient pas leurs enfants à l'hôpital. Déjà, même, il y en a même qui ne peuvent pas payer la valve. Ce n'est pas l'opération. Madame Sissoko Mariam, nous apprécions vraiment votre courage d'être venue jusqu'à nous et surtout l'exemplarité de cette famille qui n'a à aucun moment désespéré, a continué de soutenir son enfant malade jusqu'à ce jour. Nous allons échanger avec lui dans un petit moment, juste après ces quelques minutes commerciales sur RTI 1. Revenez juste derrière, on vous attend. A tout de suite. C'est midi, c'est ça.
sommes en compagnie de Madame Sissoko Mariam, épouse Dosso, secrétaire comptable, mère d'un enfant atteint d'hydrocéphalie, qui a grandi aujourd'hui, heureusement, et qui se porte beaucoup mieux. Dosso Adam, c'est son nom, il a 27 ans. Attention, il a obtenu un BT en comptabilité, il est admis même à un concours de la fonction publique et il a été affecté au ministère de l'Enseignement supérieur. Quelle bonne nouvelle. Et il nous rejoint sur ce plateau. Dosso Adams, venez juste ici, à côté de moi. Voilà, Adams. Je demande un accueil beaucoup plus chaleureux à Dosso Adams. Adams, qui est tout en larmes, je comprends la fragilité dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de souvenirs qui vous remontent. Et tout ça, ça fait très très mal. Mais vous êtes un garçon très courageux. Un garçon très courageux, je vous tiens la main, voilà. Voilà, un garçon courageux qui a souhaité partager quelques mots avec nous ce midi. Voilà, c'est normal. Essuyez vos larmes. Ça va. C'est humain de pleurer parce que, voilà. Ça va. Nous avons chacun une âme, nous avons des sentiments qui doivent bien sûr s'exprimer pour qu'on puisse se libérer. Alors, Adams, on est très fiers de toi parce que malgré l'hydrocéphalie, tu as combattu, tu as vaincu. Tu es allé à l'école, tu as triomphé sur le regard de tes camarades. Et tout a commencé à l'école primaire, il y avait des moqueries de tes copains. Je sais que tu t'en souviens, il y a des souvenirs qui remontent. Qu'est-ce que tes copains disaient à l'époque, à l'école primaire, en classe, lorsqu'ils te voyaient avec une tête un peu... Tu as beaucoup d'humour, je l'ai senti avant l'émission. Ne perds pas ton humour, mon cher Adams. Voilà. C'est un garçon qui est très drôle, très drôle. Et il me raconte... Enfin, j'ai pas le droit de le dire, tu vas le dire toi-même. Voilà. Alors dis-nous comment ça se passait, Adams. Tout ça, c'est le passé, hein, c'est derrière nous. Oui. Donc maintenant, ça va servir à toutes ces familles qui nous regardent, à tes petits frères, qui sont peut-être dans la même situation, qui ont besoin d'un grand frère, qui a vécu ce qu'ils traversent et qui a des mots justes pour eux, pour les aider à se maintenir à flot dans la vie. Adams, tu es leur héros, nous t'écoutons. C'est leur grand frère. Le micro. Donc, au primaire, en fait, c'était quoi le problème? C'est que on disait que j'avais une grosse tête et bon, moi je leur disais que on me demande ce que j'avais fait. Je leur disais que j'avais une maladie puisque je n'avais pas l'information sur la maladie en ce moment. Je leur disais que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ignorance sur cette maladie. En ce moment, c'était au primaire. Donc moi je leur disais que j'avais un tuyau dans la tête. Donc pour les plus bavards, les têtus de la classe. Donc eux ils faisaient allusion au tuyau du maître. Pour ceux qui ne voient pas le tuyau du maître, c'est-à-dire que le tuyau rouge là. Oui, le tuyau, la chicote pour les bavards. Le maître utilisait pour punir les... Nous faisons allusion à ça. Donc, si on a un tuyau comme ça dans la tête, c'est qu'on est soi-disant un robot. C'est comme ça Donc, c'est comme ça qu'on me voyait au fait. Donc, souvent, ils arrivaient à me parler comme ça, dans ta grosse tête. C'est rentré sorti par là, donc bon. Et comment tu réagissais? Tu fondais en larmes ou Non. Au fait, je ne réagissais pas. Je sens que tu ne réagissais pas. Maman en train de tourner la tête. Non, je ne réagissais. Non, pas. Elle pense parce que comme elle a dit tout à l'heure, j'étais beaucoup bagarreur, mais avec une seule personne. Lui, chaque lundi, on convoquait mes parents. Pourquoi? Parce que je les tabassais. Tu supportais pas ces moqueries en fait? Non, lui c'était un autre cas. Le fait de laver la moquerie et puis bon, il se croyait aussi trop robuste. Bon. Donc tu voulais lui rappeler que le boss c'est toi. Est-ce que c'était pour vous défendre que vous êtes allé apprendre le karaté? Non. Le karaté au fait, c'était d'abord par rapport à un ami. C'est son ami? Okay. Par rapport à un ami, bon, père à son âme, qui partait. À chaque fois, je partais avec eux au karaté. Et bon, ça m'a donné l'envie aussi de faire. Donc, comme les médecins disaient que je ne pouvais pas pratiquer de sport physique. Et tu as fait mentir le verdict des médecins. Voilà. Donc, enfin, vous avez fait... C'est tutoiement... Donc, avec papa, donc on allait voir papa. Et lui... il vous a encouragé. Alors, puisque vous êtes le concerné, dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous ressentez les symptômes de cette maladie?
c'est pas les douleurs, comme on l'a dit dans le document, les douleurs sont très très fortes. Franchement, je ne sais pas à quoi je peux comparer cette douleur-là. Voilà, les douleurs sont très très fortes à telle année que quand on te demande de faire un choix sur le champ, tu préfères la mort. Oui. Quand on te demande de faire un choix, c'est la mort. C'est difficile. Je comprends. C'est bon, ça va. Et Adam, tu as fait de très bons choix. Celui de vaincre le mauvais message de la douleur, de persévérer, continuer tes cours, continuer d'aller à l'école. Et aujourd'hui, tu es en train d'être un modèle, peut-être que tu ne le réalises pas. Là, en ce moment, on dirait que parce qu'on est regardé par des millions de personnes à la télé, tu es en train d'être un modèle, une sorte de héros sur cette maladie rare et assez méconnue dans la sous-région. Franchement, on est très très fiers de toi. Ouais. Je voulais qu'on revienne sur un point important. Alors, on parle de tout ce que tu as vécu. Et tu le fais très bien. Est-ce que quand tu étudiais à l'école, en enchaînant les leçons, par exemple, puisque tu dois étudier tes leçons, tu as eu tes diplômes, est-ce qu'à force d'étudier plusieurs leçons, tu finis par avoir mal à la tête? Est-ce que c'est difficile quand tu dois résoudre des équations, est-ce que ça te pose aussi des soucis de santé? Comment tu vis la maladie dans le système scolaire? J'ai pas de problème tant que j'ai pas mal à la tête. En fait, c'est quand les douleurs commencent que je me rappelle, moi personnellement, que je suis malade. Tu arrives à mémoriser facilement tes leçons? Là, je mémorise très facilement. Très facilement tes leçons, sans problème. À moins que j'ai pas envie. Très facile. C'est bien. Oui, super. Ça existe. Le parent, il dit à l'enfant, va étudier pendant que son ami est en train de jouer, mais sois-en sûr que son esprit n'est pas là. Voilà. Le cahier est ouvert, mais il ne voit pas l'écriture. Voilà. Donc c'était là mon cas. Comment tu te sentais à la veille de chaque opération? Tu es passé par 3 opérations, c'est ça? 4 opérations. Comment tu te sentais à la veille de chaque opération? Bon, d'accord. En 2006, ma deuxième opération, j'étais un peu stressé. Parce que là, c'était la première vraie opération. Donc là, j'étais un peu stressé. Ans à l'époque. Oui. Et bon, les 2 opérations sont passées dans le même mois. D'accord. Voilà. Donc les 2 opérations, j'étais stressé. Et en 2017, lors de la 4e opération, là, j'étais relax, j'étais bavard même dans le bloc. Tu étais bavardé avec les infirmières? Oui, les infirmières. Donc, ils étaient pressés même de m'endormir. Parce que tu parlais parce que je posais assez de questions. J'ai l'impression que j'ai trouvé un copain. Je posais beaucoup de questions sur l'opération qu'ils allaient faire parce que c'était pas, on ne remplaçait pas la valve. On faisait une autre opération qu'on appelait l'opération sans valve. Voilà, donc je posais les questions sur les différents branchements. J'avais même voulu qu'on filme l'opération. Super. C'est les parents qui n'ont pas trop passé. Ils n'arrivent pas à supporter au fait. Donc moi je dis, mais moi je peux supporter parce que ça me concerne moi. Alors, Adam, pendant que vous êtes là, je souhaiterais que vous adressiez un message à toutes. Parce que vous faites un travail formidable. Là, en ce moment, je suis en train de fermer les oreilles à tout ce que la régie me dit. Ouais, le temps. Parce que c'est un moment spécial qu'on passe avec vous en ce moment. Depuis 2015, vous faites un travail magnifique. Vous allez sur le terrain, dans des hôpitaux. Vous adressez à des mères qui ont des enfants atteints d'hydrocéphalie. Vous les encouragez, oui. Vous les encouragez, vous trouvez les mots juste pour elles, pour leurs enfants. C'est un exemple qu'on doit franchement, et je pense ici, applaudir avec une telle intensité. Alors, quel message avez-vous à adresser directement à ces personnes concernées qui nous regardent sûrement aujourd'hui en direct à la télévision? Comme j'aime si bien, je dis aux enfants, aux parents que j'étais comme leur enfant et eux, ils deviendront comme moi. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils désespèrent. En fait, c'est vrai que l'opération est très coûteuse, mais il ne faut pas qu'ils désespèrent. Leurs enfants deviendront comme moi. Voilà. C'est ce que je peux dire aux parents. Et quand vous dites comme vous, aujourd'hui, c'est un BTS en comptabilité, c'est un concours que vous avez aussi réussi, un concours de la fonction publique. Vous avez été affecté aussi au ministère de l'Enseignement supérieur. Mais comment ne pas être fier? Je vois les yeux de maman qui sont toutes en train de briller. Voilà. Alors, chère maman, avant de recevoir dans un petit moment Paulus, est-ce qu'avec les médecins, vous savez, j'imagine que vous avez dû poser des questions aux médecins. Est-ce que cette maladie, on peut en guérir? Oui. Oui. J'espère. Oui. Vous espérez? Oui. Parce que après ça,
Si ça réussit, c'est qu'on peut en guérir. Tout à fait. On peut en guérir. Ça redonne énormément d'espoir. Oui, oui. On est très heureux. Restez avec nous. Vous pourriez tenir? On pleure plus? C'est fini? Merci de l'applaudir très fort. Dosso Adams, 27 ans et quelle destinée. Et surtout, accueillons en ce moment, maintenant, sans tarder, mon cher Polo, qui nous rejoint avec les réactions de nos chers amis sur les réseaux sociaux. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Alors Polo, ouais, bonjour, ça se passe bien? Oui, bonjour JM, on va bien, le pays va bien. Merci de nous donner des nouvelles du pays. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors JM, il faut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de questions, c'est plus des messages d'encouragement à l'endroit de nos invités, mais également à l'endroit des personnes qui sont dans pareil cas. Et donc ça tombe bien, il est là. Tout à fait. On a Armel Acré qui dit peu importe ce que les autres diront de vous, il faut retenir une chose, c'est que vous êtes beau. Et donc, chère maman, beaucoup de courage pour l'amour que vous avez donné à votre fils. Vous êtes un parfait exemple. Frédéric Kadja, il dit j'ai été au service de neurochirurgie, voilà, au CHU de Yopougon et on avait ce genre de cas avec les mamans. Vraiment, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de moyens, de courage et d'amour pour élever ses enfants. Ce que je demande aux mamans, c'est de faire normalement leur consultation prénatale au cours de leur grossesse pour qu'on puisse détecter assez rapidement ce genre de maladie et s'y prendre tôt. Voilà, du courage à maman et Dieu seul sait ce qu'elle a dû endurer. Beaucoup de chance à vous. C'est clair. Merci beaucoup, Polo. Oui, ça sera tout JM. C'est avec ces messages que je vous laisse pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à la même heure, parce que vos réactions nous intéressent. Eh ouais. On le raccompagne, s'il vous plaît. Alors, Adams, je vais l'accompagner. D'accord, ok. À sa place. Non, par ici, c'est plus court. Hein. Non, ici, bon, je sais. Et voilà, bon, on raccompagne Adams, mesdames et messieurs. Non, alors, madame Dosso. Il a fait karaté, non? Oh, non, il faut... Non, mais ça va, merci beaucoup. Laissez Adams tranquille, c'est un garçon pacifique. Non, nous, la karatéka, quand on voit quelqu'un qui... On est nerveux, au fait. Voilà, merci beaucoup. Alors, le temps est court, on va donc courir. Madame Sissoko Mariam, épouse Dosso. Nous allons finir avec un mot de votre part. Vous avez toute une expérience. Quel est le mot que vous adressez maintenant à toutes les mamans qui doivent... Ce que je veux dire aux mamans, aux parents, c'est qu'ils sont des enfants. Ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des enfants et génies. Je ne veux pas porter un serpent dans mon ventre, ni un génie. De s'y prendre tôt. Envoyez les enfants, quand vous trouvez que ce n'est pas normal, la fontanelle, on soigne une fois, deux fois, que ça ne va pas, allez-y à l'hôpital. Allez-y à l'hôpital, n'ayez pas peur. Cette dame, par exemple, elle avait peur. Quand on a parlé de nous, elle m'a appelé. Je lui ai dit, va opérer. Elle dit, mais c'est un bébé. Je dis, il n'y a pas de... Même si c'est un bébé, c'est là qui est bien. Vas-y, ton enfant, pour le moment, sa tête là. Elle est partie, elle a fait opérer son enfant. On l'a opéré le mois passé, je crois. Et puis, ça va. Il suffit de faire une rééducation. Eux, ils ont la chance aujourd'hui d'avoir tout. Moi, à l'époque, il n'y avait pas de rééducation, il n'y avait pas tout ça. On opère, point barre, c'est fini. Le reste, vous gérez. L'enfant peut marcher à 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas de rééducation. Mais maintenant, il y a tout ça. Il y a des appareils. Donc, et que les médecins aussi nous aident. Souvent, les enfants rentrent, ce n'est pas grave. Mais quand ils sont à l'hôpital, on programme, on déprogramme, on programme. La tête évolue. Ça évolue. On ne les prend pas en charge. Or, ils n'ont pas les moyens. Il y a les moyens pour chercher à payer la valve. Ça, c'est difficile. S'il faut payer les chambres, il faut garder des parents. 3 mois. Elle pense qu'à ça. Ah, aujourd'hui, elle a dormi encore. Elle a payé. C'est stressant. Bon, moi, je voudrais qu'on nous aide. D'encouragement quand même. Malheureusement, notre nature humaine est malheureusement bourrée de problèmes, de maladies bizarres qui peuvent atteindre n'importe qui. Donc, moi, je vous demande de toujours garder le moral haut. J'admire beaucoup votre bel instinct maternel et les efforts que vous faites pour votre fils. Gardez le courage. On n'a pas besoin d'avoir honte de ces genres de maladies. On n'a pas besoin de se moquer parce que tout le monde est exposé à ça. Gardez le moral haut et que Dieu vous soutienne. Merci beaucoup. C'est sur ces paroles du sage que nous remercions Madame Sissoko, Madame épouse Dosso.
Nous embrassons toute la famille, tous les autres enfants et surtout votre époux qui a été dans courage exemplaire. Il vous a soutenu comme jamais. Oui. C'est une très belle famille en tout cas. Sans lui, là, moi, je l'avais déjà envoyé. Merci beaucoup. Allez, très rapidement pour la suite de cette émission, on retrouve Jessica Bamba dans sa rubrique « C'est quoi ton job ?» Moi, c'est l'animation. La suite, je sais pas. C'est quoi ton job? Avec Jessica Bamba. Alors, je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est le métier de sage-femme avec Michel Gonto, une véritablement femme très passionnée de ce métier-là. On regarde. L'un des plus grands et des plus beaux mystères de ce monde restera celui de l'enfantement. Et accompagner la femme dans l'une des étapes les plus importantes de sa vie, c'est-à-dire l'accouchement, c'est le job de Michel. Je suis Michel Gonto, je suis sage-femme diplômée d'État en sciences infirmières obstétricales. La sage-femme, c'est une profession médicale qui consiste à accompagner les grossesses. Dans ton petit sachet, tu mets chiffon dedans, les anciens pagnes là. Tu prends 6, tu mets dedans. J'ai eu une formation à l'Institut national de formation des agents de santé d'Abidjan-Trècheville et cette formation a duré 3 ans. Le métier de sage-femme est un métier difficile qui demande à la fois des compétences médicales, mais également psychologiques. 3 échos. Loin de moi l'idée de défendre des sages-femmes. Hein. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Quand une femme est enceinte, avec les hormones, ça passe du chaud au froid, du froid au chaud. Donc elle est déjà très susceptible. Donc la moindre marque ou bien le moindre petit geste peut être interprété de façon vraiment... Voilà. Difficile certes, mais passionnant dans lequel Michel s'épanouit. Waouh! Moi vraiment je m'éclate dans ce métier. Ce qui me plaît le plus, c'est de voir la maman quand elle arrive avec des doutes, des inquiétudes, des craintes, des pleurs, et puis tu finis, tu vis tout ça avec elle, et puis à la fin, le petit sourire. C'est trop gratifiant, je t'assure. C'est plus que noble. Moi je me considère comme une hôtesse du service d'accueil de la vie sur Terre. D'accord? Quand le bébé arrive, la sage-femme est la première personne qui le voit. Il ne voit même pas sa maman. Mais être première loge d'un des plus beaux métiers du monde a un prix. Souvent, je culpabilise un peu parce que je me dis que je suis en train de rater certains passages de la vie de mon garçon. Parce qu'il peut arriver des moments où tu n'es pas à la maison. Tu passes la nuit ou même des nuits à l'hôpital à travailler. Puis l'enfant, il est confié à la fille de ménage. Ça, souvent, ça me fait culpabiliser. Après, ça faut dire qu'il y a les risques sanitaires. On est exposé, des accidents, exposition au sang. Vous savez, aujourd'hui, on ne fait pas de discrimination. Toutes les femmes sont prises en charge quand elles viennent d'accoucher, quel que soit leur état, quel que soit leur statut sérologique. Un accident peut arriver. Nous sommes vraiment beaucoup exposés. C'est surtout l'inconvénient majeur. Et même si le fait de lire un sourire sur le visage de ses patientes est plus que gratifiant pour Michel, son salaire vient tout de même rajouter du beurre aux épinards. Alors la sage-femme fonctionnaire, c'est entre 200 et 250 000. Mais pour devenir une hôtesse du service de la vie sur Terre, il faut avoir certaines aptitudes innées. La jeune fille qui veut venir à ce métier, je lui dis tout de suite que si elle n'aime pas l'homme, comme on le dit de façon truc, si elle n'aime pas l'homme, ça sera difficile. Si c'est juste pour avoir un statut de fonctionnaire, c'est pas la peine. Il faut qu'elle soit patiente et qu'elle sache écouter. Parce que quand on est sage-femme, on n'est pas tout le temps en train de... Il faut se taire, pouvoir écouter. Il faut qu'elle soit empathique, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir se mettre à la place de l'autre, avoir de la compassion. Il faut pouvoir référer à temps. Quand vous avez atteint vos limites, il faut pouvoir envoyer la personne vers les services spécialisés pour qu'on puisse la prendre en charge. En plus de ses consultations à l'hôpital, Michel a une émission dans laquelle elle donne des conseils et des astuces pour aider les mamans et les futures mamans. Alors, j'ai été très contente de faire ce mini-reportage parce que, c'est-à-dire que lorsque vous faites un métier que vous aimez vraiment, vous le faites parfaitement bien. Et cette femme est véritablement passionnée. Et c'était, je crois, le tournage, c'était le jour de la fête de Mardi Gras, justement. Et je suis tombée sur ces 2 photos-là, sur la toile. Et j'ai trouvé que l'idée était géniale, en tout cas d'habiller les enfants dans un corps. Voilà. Et peut-être que demain, cette jeune fille à côté sera sage-femme et l'autre sera infirmière. En tout cas. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jessica Bamba. Allez, tout de suite, on se fait une petite page pub et on revient. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi, tu peux essayer. Vraiment, tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi.
L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main. 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. Le genre de truc qui t'arrive quand tu es un peu surpris par l'antenne. Allez, mesdames et messieurs, tout de suite nous accueillons nos invités surprises. Ce sont des comédiennes très appréciées, non seulement en Afrique subsaharienne, même au-delà. Il y en a une qui revient il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours du Maroc. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Clé, Basie Thérèse et Gisèle Kouakou. Qui ont une très très bonne nouvelle pour nous. Les drôles de femmes. Mesdames. Bonjour, bonjour, maman, bisous. Ouais, bisous. Mais quelle drôle de femme. Et voilà. Gigi, bisous. Voilà. Mesdames et messieurs, en face de vous, sous vos yeux témoins, des drôles de femmes. Et c'est même le nom du spectacle pour lequel elles nous font la visite aujourd'hui. Un très très bel événement humoristique qui va débarquer sur Abidjan, précisément, ce week-end, n'est-ce pas? Oui, oyez, j'appelle tout le monde le 13 mars au Palais de la Culture à partir de 20h. Le 16 mars, vous voulez dire? Le 16, le 13 je fais exprès. Vous savez que je suis une comédienne, voilà. Voilà, le 16 mars au Palais de la Culture à partir de 20h30. Venez voir Drôles de femmes, nous les drôles de femmes. C'est le choc de deux générations. Nous les pagneuses, représentées dignement par moi. Les pagneuses. Les pagneuses, regardez-nous les pagneuses. Voilà. Voilà, nous la sagesse, nous qui représentons dignement les pagneuses, la sagesse, les mamans. Voilà, basé moi sur ce plateau et les colantiers, les filles perdues là. C'est ça mon Et donc, c'est une fraise dans laquelle il y aura, dans laquelle plutôt il y aura la danse, le chant, la musique, la chorégraphie. Oh, ça sera pas très riche. Voilà, un spectacle riche. D'émotion en émotion, voilà, de surprise en surprise. Ça ne sera pas du rire gratuit, ça sera du rire éducatif. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont à la perdition. Voilà, on va parler des tisa. Ça, c'est pas bien. Va travailler, tu veux faire tisa, c'est pas travail. On va parler au wabou de tontine sexuelle. Alors, maintenant, je n'ai pas fini. Tout ce spectacle a été organisé par Médiatis Côte d'Ivoire. Maintenant, cela a été pensé, inspiré. Une idée originale de Caroline Dassi. N'est-ce pas, Basé? Oui. Non. Dis le nom que j'aime. La basaille. Alors, la basaille, comment obtenir les tickets? Où obtenir les tickets? Les tickets, vous savez où on vend les tickets. Vous savez où on vend les tickets. Venez, d'un même ticket là. Venez, hein. 15 000 et puis 10 000. D'accord. On vous attend. Alors, moi, je pense... On vous attend et moi j'ai dit tu sais, Clémentine, respecte-toi. Nous n'y a qu'à nos zones. Si on a perdu nos zones. Alors, attendez. Un droit de réponse tout de même aux colantières. Les colantières. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Représentées ici par Gisèle Kouakou. Attendez, vous Gisèle, attendez. S'il vous plaît. Gisèle. Bon, tout ça là, c'est bien beau. Celle-là, vous savez où elles habitent? Quand elles font les selfies là, devant les immeubles, là, c'est faux. Elles habitent dans ma cour, dans le train couché. Voilà. C'est pas si matin. Maison en bois. Ma cour là. Moi, je suis dans la maison en dur. Elle, c'est maison en bois. Et puis, elle ne donne pas sur matelas, mais sur paillasse. Alors, ça promet. Donc, ce 16 mars, oui, 16 le lieu, mars, Palais de la Culture, à 20h30. Venez nombreux, vous allez voir. Et sur scène, il y aura d'autres noms, d'autres talents tels que Nastou, Lupita, Eunice Zounon, Alice Arzena, Jennifer Kissi. Mesdames et messieurs, voilà, c'est l'événement inratable ce week-end, le grand show humoristique. Merci beaucoup. Il y a des gens qui aiment venir en retard. Ils viennent en retard. Venez à l'heure, hein. Si vous ne venez pas à l'heure, là, quand nous on va finir, on sort et puis on va vous croiser sur la route. Maintenant, c'est là. Merci beaucoup. Merci mesdames. Allez, des applaudissements. Les pagneuses versus les colantières. Ah, ça va
Et voilà. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur, ça promet. Aloussène Sidibé, est-ce que le temps nous permettra d'échanger avec vous? Oui. Je pense pas que le temps nous permettra. D'accord, allez-y tout de même. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour vous parler de cette plateforme qui va vous permettre de découvrir toutes les enseignes, les boutiques, les commerces qui sont en solde. On se dit à la semaine prochaine, bye bye. Inventez, innovez, créez, réinventez votre avenir. Merci beaucoup Aloussène Sidibé. Alors, la Flamme, si, merci d'être venu. Et la Fédération des femmes leaders d'associations burkinabè, voilà, ils vont se lever et nous saluer. Merci aussi à nos chers amis du Fun Club ce midi. Merci à toutes nos équipes, merci à vous pour votre loyauté à ce midi. On se retrouve demain pour un moment exceptionnel sur RTI 1. Très bonne journée et surtout, bon déjeuner.